Le 20 avril 2020, nous recevions la députée européenne Saskia Brikmont pour la deuxième confinement d'écologie. Voici l'enregistrement de nos entretiens en visioconférence, les questions d'écologie et des participants à l'échange, et les réponses de Saskia Brikmont. Dans cette première partie, Saskia nous parle de son travail pendant le confinement et de la solidarité au niveau européen. Merci Saskia Brikmont d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es députée européenne depuis les dernières élections de mai 2019. Tu viens de Hâte et tu fais partie du groupe des Verts au Parlement européen. On avait d'abord une petite question tout à fait d'actualité pour toi. Comment ça se passe en ce moment, le travail d'une députée européenne en ces temps confinés ? Merci pour l'invitation. Je trouve ça génial de faire le confinement en ligne avec vous parce que c'est vrai que c'est des temps assez particuliers et que ça permet quand même d'échanger sur tout ce qui se passe au niveau politique et au niveau politique européen. J'espère d'abord que ça va pour vous toutes et tous, que vous tenez le coup, que dans le cadre des études et du boulot, c'est pas trop compliqué à gérer et que vos familles se portent bien aussi. Comment ça se passe pour moi? Sans doute comme pour la plupart des gens qui ont la chance de pouvoir télétravailler, de continuer à travailler, de continuer à percevoir un salaire pour le faire. Je travaille de la maison où j'ai dardard aménagé un bureau parce qu'on n'en avait toujours pas aménagé, mais voilà, au moins c'est le côté positif, on a avancé là-dessus. Et on travaille un rythme assez important, mais en ayant mis la priorité sur certains dossiers. Donc, on a chacun dû, en tant que groupe politique, pointer les dossiers prioritaires sur lesquels il n'est pas question d'attendre la fin du déconfinement, le déconfinement, la fin du virus pour avancer. Et du coup, on a des réunions de commission qui se tiennent. Ce qui est particulier, c'est qu'en général, on a 4 semaines très claires. Une semaine de séance plénière, une semaine de travaux de commission, une semaine de groupe. Donc ça, c'est vraiment le travail interne au groupe politique. Et puis une semaine qui est considérée comme une semaine où les parlementaires travaillent sur leur dossier et dans leur circonscription. Ici, tous les agendas se confondent un peu, puisque les séances plénières, on en a eu 2 en ligne, avec des votes à distance. Donc on nous envoie notre petit bulletin de vote à renvoyer par mail. Donc, il y a un système D qui s'est mis en place. On voit que les services sont hyper actifs. Donc, voilà, il n'y a personne à blâmer là-dedans puisque c'est une situation assez inédite. Mais on voit quand même qu'on n'était pas vraiment prêt à faire du télétravail généralisé. On est quand même 750 députés, plus les équipes des députés. Si tout le monde doit se connecter, vous pouvez imaginer ce que ça peut donner comme système en ligne qui en fait n'est pas gérable. Donc, ils ont réussi à le faire pour les commissions qui sont des réunions dont le nombre de personnes qui participent est réduit. Par contre, pour les séances plénières, on peut les visionner comme vous, en ligne. Et ce sont les chefs de groupe ou les personnes qui sont physiquement présentes au Parlement européen qui interviennent. Pour le groupe des Verts, on a décidé de respecter les mesures de confinement et que ce soit à chaque fois notre chef de groupe, soit Philippe Lambert, que vous connaissez très bien, soit Ska Keller, qui est la coprésidente des Verts, qui est une députée allemande, qui soit physiquement présent en séance plénière et qui porte la voix du groupe du coup. Mais voilà, à la fois, ils nous représentent dignement, on leur fait 100% confiance, et à la fois, c'est vrai que notre possibilité de prise de parole en tant que député est fortement réduite. Maintenant, voilà, on doit, je pense, aussi pouvoir aménager les choses à notre niveau et intervenir là où c'est vraiment prioritaire, être présent là où il y a des questions d'urgence à régler dans le cadre de la gestion de la crise. Et puis, on travaille maintenant déjà à l'après-Covid, donc aux mesures qu'on va mettre en place dès que le déconfinement va commencer. On va aborder la question de l'Union européenne et en ce moment, ce qui saute aux yeux au niveau de l'Union européenne, c'est souvent le manque de solidarité ou en tout cas les grands débats sur la solidarité. Alors, c'est pas nouveau depuis la crise. Il y a d'abord eu la question migratoire où il n'y avait pas de possibilité d'avoir une politique commune. Maintenant, on se rend compte qu'au niveau sanitaire aussi, bon, c'est une compétence des États, mais finalement, on gagnerait à travailler tout ça ensemble et ça peine à émerger. Et puis pour la relance aussi,
Il y a déjà des discussions en cours pour préparer tout ça et visiblement ça cale. Du coup, on avait la question pour Saskia. Est-ce que cette crise, c'est un moment critique pour la solidarité européenne et aussi quelles sont les opportunités quand même qu'apporte cette crise? Ben oui, donc c'est effectivement un moment critique. Je pense qu'on a un tournant de beaucoup de choses dans le cadre à la fois des leçons qu'il faudra tirer de toute cette gestion de crise, que ce soit au niveau des États membres et au niveau de l'Union européenne. Alors, l'Union européenne a mis du temps à réagir, mais il faut quand même qu'on distingue qui est l'Union européenne quand on parle d'Union européenne, puisque très vite, en fait, le Parlement européen a pris des dispositions d'abord internes. On a été parmi les premiers en Belgique à être confinés, puisque les activités parlementaires au niveau de l'Assemblée se sont arrêtées une semaine, voire un peu plus que les autres. Ça s'explique sans doute parce que le président du Parlement européen est italien et qu'il suivait de près l'évolution de la pandémie en Italie et qu'il a très vite pris la mesure de la situation, ce qui n'a pas été le cas nécessairement de la Commission européenne qui a tardé à mettre en place une coordination au niveau des États membres, sans parler du Conseil. Et donc là, notre cher Charles Michel a mis quand même du temps à convoquer sa première conférence, vidéoconférence au niveau du Conseil européen, donc des ministres et des chefs d'État, des chefs d'État et les présidents des États qui se sont réunis pour la première fois il y a moins d'un mois. Donc c'est quand même très interpellant sur la capacité de coordination qu'a l'Union européenne. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir que l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de santé, puisque c'est une compétence qui n'a jamais été déléguée par les États membres, ni en matière de gestion de crise. Donc là, je pense qu'il y a déjà deux leçons, deux choses sur lesquelles l'Union européenne va devoir travailler. C'est la possibilité d'avoir un centre de gestion de crise pour mettre rapidement en place un dispositif de coordination pour que les politiques nationales soient davantage coordonnées. Parce que qu'est-ce qu'on a très vite constaté? C'est des mesures unilatérales de fermeture des frontières, avec les conséquences que ça implique pour les travailleurs, dans un espace de libre-échange et d'ouverture des frontières. Le fait de fermer les frontières crée toute une série de problèmes en cascade, que ce soit pour les déplacements individuels, les déplacements professionnels, les déplacements de santé, les déplacements familiaux, puisqu'il y a des gens qui habitent de part et d'autre de la frontière et qui ont une partie de leur famille tout près, mais de l'autre côté de la frontière quand même. Et puis le transport de marchandises et très vite aussi le transport des produits de première nécessité qui étaient des médicaments et autres matériels de protection. La deuxième chose qui a été très rapidement inadmissible dans le contexte de crise qu'on vit, c'est le blocage par certains pays, pour ne pas les citer, l'Allemagne et la France, d'exportation de produits et de matériel médical, avec comme conséquence le fait que les États qui en avaient le plus besoin au pic de la crise, donc l'Italie, l'Espagne, la Grèce, surtout Italie et Espagne, ont été privés finalement de produits qui étaient censés arriver d'Allemagne et de France, et notamment les masques. Donc on s'est retrouvé dans une situation où les égoïsmes nationaux ont pris le dessus sur on protège d'abord notre population, on protège d'abord notre pays avant de penser de manière solidaire à l'échelle de l'Union européenne. Donc voilà, ce sont finalement les États membres qui ont adopté une attitude plutôt auto-centrée. Et donc ça, c'est très vite au niveau du Conseil européen, donc à l'initiative de Charles Michel, qu'il aurait dû beaucoup plus vite avoir une coordination pour décider ensemble des mesures ou pas à prendre à l'échelle de l'Union européenne. Ensuite, il y a aussi eu dans la foulée des États comme les Pays-Bas, comme d'autres, qui ont tardé à mettre en place des mesures de confinement, alors que d'autres décidaient déjà. Certains étaient déjà beaucoup plus loin, en Italie, en Espagne, donc on n'a pas tiré les leçons de ce qui était en train de se passer dans le sud de l'Europe, les premiers confrontés à la situation. Et donc certains États ont tardé à prendre les mesures. La Commission européenne a réagi, donc on n'en a pas parlé dès le départ, mais elle a très vite mis sur la table des mesures économiques d'aide, d'urgence et la libération de fonds d'urgence pour venir en aide aux États membres, des dispositions qu'on a votées 2 semaines plus tard au niveau du Parlement européen.
vraiment les toutes premières mesures d'aide d'urgence, elles ont été prises au mois de mars. Alors, ça ne suffisait pas, c'est ce qu'on a très vite dit aussi, c'est OK, des premiers fonds libérés vraiment rapidement, mais c'est loin d'être suffisant vu l'ampleur des dégâts sociaux, économiques de la crise. Et encore aujourd'hui, les mesures qui ont été décidées dernièrement et dont on a entendu parler, notamment avec la campagne qu'on a menée sur les fameux eurobonds, qu'on a renommé Corona Bond, lié vraiment à la crise du coronavirus, qui n'ont pas à ce stade été adoptés. Donc en plénière du Parlement européen vendredi, on a adopté les mesures d'urgence, on les a toutes soutenues. Donc une grande majorité du Parlement européen, dont les Verts, ont soutenu les mesures économiques d'urgence proposées par la Commission et acceptées par l'Eurogroupe, donc les ministres des Finances, qui sont, voilà, c'est un montant quand même conséquent de 540 milliards d'euros via différents mécanismes pour venir en aide aux États et au secteur, mais par exemple, le dispositif des eurobonds n'a pas été adopté. Ce dispositif, c'est un dispositif qui permet une vraie solidarité financière à l'échelle de l'Union européenne. Un emprunt commun et donc une mutualisation des dettes au niveau des États membres. Pourquoi c'est important ? C'est parce que ça permet, de négocier des meilleurs taux d'intérêt à plusieurs vis-à-vis des banques, 2, d'être moins vulnérable face aux fluctuations des marchés financiers, donc d'être plus costaud en fait à plusieurs et d'avoir la garantie bancaire, la garantie économique, financière des États plus forts économiquement. Typiquement, les Pays-Bas, l'Allemagne, qui bloquent aujourd'hui ce dispositif, les Pays-Bas, l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas mettre à mal leur économie saine pour venir en aide à des économies qu'ils considèrent comme moins saines, que sont les économies italiennes ou grecques ou autres. Alors, la Commission européenne, von der Leyen, la présidente, a fait son mea culpa vis-à-vis de l'Italie, vis-à-vis de ce qui s'est passé, le blocage des masques et des matériaux de première nécessité qui n'ont pas été acheminés très rapidement vers l'Italie, le fait qu'il y ait très peu de solidarité financière. Maintenant, il y a des mécanismes qui ont été mis en place, mais lentement et avec un décalage par rapport au niveau d'urgence. Mais il n'en demeure pas moins qu'une véritable solidarité financière à l'échelle de l'Union européenne, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on reste dans des dispositifs qui permettent aux États d'emprunter, avec le risque, quand on emprunte, de s'endetter. Et donc, qu'est-ce qui va en être ensuite des mesures qui seront prises pour encadrer cet endettement ? Est-ce qu'on va en arriver à des nouvelles mesures d'austérité, auquel cas on retombe dans les travers qu'on a connus dans la gestion de la crise de 2008, à savoir des cures d'austérité qui vont entraîner d'inévitables coupes dans les services publics. Or, on sait que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire pour renforcer nos systèmes sociaux et économiques, renforcer les investissements dans les services publics, renforcer les investissements dans les secteurs de santé et éviter leur privatisation pour que nos sociétés soient plus résilientes au choc, donc qu'elles puissent faire face de manière beaucoup plus forte que ce qu'on voit aujourd'hui à des chocs sanitaires, mais aussi à d'autres chocs à venir, notamment climatiques, puisque la crise, malheureusement, que l'on vit aujourd'hui, nos générations risquent d'en vivre encore quelques-unes, notamment liées aux aléas climatiques. Et donc, le fait de continuer à emprunter, aujourd'hui, est autorisé avec une flexibilité dans le cadre des mesures d'austérité. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais l'Union européenne, le budget européen fixe un cadre dans lequel on peut ou pas investir. Aujourd'hui, les investissements sont autorisés de manière plus flexible dans le cadre des soins de santé, donc uniquement le secteur santé. Toutes les mesures d'aide qui vont donner lieu à des emprunts par les États pour venir en aide à d'autres secteurs que celui de la santé ne bénéficient pas de la flexibilité dont bénéficient les investissements dans le secteur santé. Je ne sais pas si je suis claire. Et donc, tous les investissements que la Belgique pourrait faire dans le secteur des soins de santé seront vus comme des investissements. Et donc pas soumis à de futurs, ils ne seront pas considérés dans le calcul global des dépenses qui peuvent être soumises à l'austérité, hein, donc au fait qu'on dise stop, vous avez trop investi dans tel secteur. Par contre, si la Belgique fait le choix
de venir en aide à d'autres secteurs que le secteur des soins de santé, ce qui va être le cas dans tous les pays, j'espère, hein, secteur culturel, secteur agricole, le secteur économique, les PME, les indépendants, les artistes, les travailleurs sociaux, enfin, tous les secteurs vont devoir être soutenus d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, ils ne sont pas exemptés des conditions de rigueur budgétaire et de respect d'une trajectoire européenne. Donc, on risque de voir l'Union européenne dire à un moment donné, de revenir à un moment donné à cette fameuse norme, à cette fameuse trajectoire obligatoire de X%, 3% du PIB à respecter. Et donc, que ça donne lieu à des nouvelles cures d'austérité. Nous, ce qu'on veut, c'est de dire stop à l'austérité, stop au fait de lier, de conditionner des investissements dans les secteurs publics et dans des secteurs qu'on considère comme stratégiques, comme clés. Je dirais typiquement pour nous, ce serait l'alimentation locale, par exemple. Donc, d'intervenir et de soutenir le développement et le secteur agricole en Belgique. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Donc nous, on veut aller plus loin. On veut faire en sorte que la libération de ces fameux eurobonds ou coronabonds permette vraiment un mécanisme solidaire européen et que ce soit délié des cures d'austérité qu'on risque de voir refleurir comme après la crise de 2008 et qui, enfin voilà, on l'a vu, les conséquences en Grèce, le chômage, la précarisation de toute une série de personnes, les personnes pensionnées, la fuite des cerveaux et des jeunes vers d'autres pays. Donc c'est une véritable catastrophe sociale qui a suivi la crise économique et qu'on ne doit pas reproduire aujourd'hui. Donc voilà, donc non, la solidarité européenne n'est pas en train d'opérer de manière effective. Oui, il faut qu'on renforce tous ces mécanismes d'aide parce que l'Union européenne dispose de réels leviers pour le faire via la Banque européenne d'investissement, via la Banque centrale européenne. Et ce qu'on propose en parallèle, ce qu'on porte, mais qui est vraiment minoritaire, mais que de plus en plus d'économistes sont en train de pousser, c'est notamment qu'on puisse créer une monnaie parachute, hélicoptère, ça s'appelle une monnaie hélicoptère, c'est une monnaie qu'on met directement à disposition des gens pour renforcer ce qu'on appelle communément le pouvoir d'achat, donc de vraiment mettre cet argent dans les mains des gens pour éviter que les gens tombent dans la précarité, ne puissent plus payer leurs factures et qu'il y ait un cercle vicieux qui s'ensuivent. Donc vraiment donner de l'argent aux citoyens, aux citoyennes pour d'abord payer leurs factures, s'alimenter, et puis quand on entamera le déconfinement, qu'ils puissent redépenser leur argent et qu'ainsi reprennent doucement l'activité économique. Merci Saskia pour cette première partie. On va voir. Moi, j'ai pas encore reçu de questions via le chat et je vois pas encore de mains levées. Donc, si des questions arrivent tout de suite, on les prend. Et sinon, on peut poursuivre. Et notamment, Jean-Pierre. Oui. Je voulais savoir si les mécanismes d'austérité probables qui risquent de continuer font l'objet d'un vote au Parlement ou bien c'est décrété de manière unilatérale par la Commission ou le Conseil? Mais donc ici, dans le cadre des mesures prises de manière urgente, donc les fonds qui sont débloqués, c'est voté in fine au Parlement. Donc les mesures qui ont été mises sur la table et qu'on a adoptées vendredi ont été validées par le Parlement européen. Mais le Parlement européen peut proposer d'autres choses. Donc, c'est ce qu'on a essayé vis-à-vis de la résolution, dans la résolution, d'intégrer ce mécanisme d'eurobond, de coronabond, et qui n'a pas recueilli de majorité à ce stade au niveau parlementaire non plus. Donc, le Parlement européen n'est pas favorable à un tel mécanisme de solidarité non plus, là où on espérait quand même arriver à le pousser. Alors, la dernière étape, c'est le 23, donc cette semaine, le Conseil économique qui se réunit, donc les ministres des Finances se revoient et ils pourraient encore décider d'avancer vers un mécanisme
qu'on n'appellera sans doute pas Corona Bond, parce que les Pays-Bas, l'Allemagne typiquement n'en veulent pas, mais ça n'empêche qu'on pourrait encore aller un pas plus loin vers cette forme de solidarité européenne. Donc la bataille n'est pas encore perdue. C'est encore possible qu'on décide d'un autre mécanisme qui sera validé par le Parlement européen. Pourquoi ? Parce que ça touche au budget européen, mais le Parlement n'a pas le pouvoir d'initiative en la matière. Donc il valide les propositions qui sont faites par la Commission, qu'il les soumet aux États membres, qui en discutent. Ici, l'Eurogroupe, par exemple, a renvoyé vers le Conseil européen du 23 cette fameuse question des Corona Bonds. Alors, si tu veux bien, pour répondre à la question de Ryan, nous donner un tout petit peu plus de détails sur les Corona Bonds. Et ensuite, nous prendrons la question de Nouria. Et puis lié à la question de Ryan, on a aussi une question de Delphine, c'est comment vous expliquez un montant de 547 milliards d'euros, donc encore une fois sur le fonctionnement des Corona Bonds. Voilà, si tu veux bien répondre à ça, ensuite on prendra la question de Nouria et puis on passera au thème suivant. Okay. Alors, le mécanisme des Corona Bonds, donc c'est vraiment un mécanisme qui serait lié, si on l'appelle Corona, nous on veut que ça devienne un système pérenne, hein, mais voilà, lié à la gestion de crise, c'est une manière d'emprunter collectivement, donc que tous les États membres empruntent pour les investissements qu'ils veulent faire dans les différents secteurs liés à la gestion de crise, pour être plus forts ensemble, avoir un seul emprunt, soumis à un seul taux d'intérêt du coup plus favorable que si chaque État emprunte individuellement auprès des banques, et qui est une mutualisation de la dette, parce que si chaque État emprunte individuellement, il génère de la dette individuelle au niveau de chaque État. Et on sait qu'il y a certains États qui sont déjà fortement endettés aujourd'hui. Et donc, l'idée de mutualiser l'emprunt et donc de mutualiser la dette qui est créée au niveau des États membres, c'est de permettre une solidarité entre ceux qui ont moins de dettes et ceux qui ont plus de dettes, pour éviter de mettre les pays qui ont déjà une dette importante face à une croissance de leur dette finalement et les remboursements qu'ils vont devoir faire. Donc, c'est vraiment d'avoir une solidarité financière européenne et c'est pour ça, c'est tout l'intérêt de l'Europe en fait. Hein. On a créé l'Europe aussi dans l'esprit de solidarité, d'être plus forts ensemble, de créer un marché économique commun. Il faut aussi maintenant qu'on arrive à se dire qu'on travaille ensemble. Les pays qui ont largement profité de la création de l'Union européenne, typiquement les Pays-Bas, l'Allemagne, les membres fondateurs ont vraiment, en sont aujourd'hui au niveau économique auquel ils sont parce qu'ils ont aussi profité de la construction européenne, des fonds européens, de la création du marché unique, etc. Et donc, ils doivent pouvoir faire preuve de solidarité en acceptant de mutualiser les dettes et de se porter garant pour les États qui ont moins de capacité d'emprunt que eux. Donc ça, c'est toute l'idée et l'esprit des eurobonds. Alors, sur les 547 milliards, ce n'est pas lié à des eurobonds, ça c'est en tout l'ensemble des mesures de soutien économique qui ont été décidées vers différents secteurs. Donc, on a adopté des mesures pour soutenir le secteur de la pêche. On a adopté des mesures pour venir en aide aux États membres dans le secteur des soins de santé. Donc, il y a différentes mesures qui ont été adoptées. Si vous voulez, ensuite de nos échanges, je peux envoyer la liste des choses qui ont été votées. Comme ça vous donne un aperçu des différents domaines qui ont été traités jusqu'à présent. Typiquement, domaine agricole, pour l'instant, il n'y a pas de décisions fondamentales qui ont été prises vis-à-vis des aides au secteur agricole. Donc là, il y a encore une grosse lacune, il y a encore du boulot à faire. Donc on s'attend, on espère que dans le plan de relance de la Commission européenne qui doit arriver fin du mois, il y ait des propositions pour le secteur agricole. Et nous, ce qu'on veut évidemment, c'est que les aides qui sont liées dans le cadre d'une relance économique soient aussi liées aux objectifs de Paris et de restauration de la biodiversité, parce qu'on ne veut pas
que tout l'argent qui est libéré aujourd'hui aille typiquement au soutien au secteur de l'ancien monde, au secteur des énergies fossiles, à l'industrie lourde et polluante. On veut faire en sorte que ça serve les secteurs d'avenir et à la transition de ces vieux secteurs. Donc on n'abandonne pas l'agriculture conventionnelle, on n'abandonne pas les industries lourdes en disant vous laissez vos portes fermées et vous ne rouvrez pas après le coronavirus. Il y a des travailleurs là derrière, il y a des familles, il y a des questions de survie. Donc l'idée n'est pas de ne pas leur venir en aide, mais l'idée est quand même de les inciter à rentrer dans la transition écologique énergétique, parce que sinon, on reste dans les mots, on reste dans le sujet suivant, Green Deal, comme finalement un greenwashing et pas des mesures concrètes qui permettent effectivement d'investir dans la transition écologique. Donc les 547 milliards, c'est en tout ce qui a été libéré pour le moment pour venir en aide aux États sous différentes formes. Donc ce sont en partie des fonds, ce sont en partie des aides, c'est en partie des fonds qui n'ont pas été utilisés, par exemple les fonds de cohésion non utilisés. Donc c'est différentes choses en fait mises bout à bout qui forment un paquet de 547 milliards à disposition des États membres. Alors, peut-être toujours sur le même sujet, une question de Nouria. Oui. Enfin, merci Saskia. Donc, je profite de tes derniers commentaires parce que ça va m'aider en fait. Moi, je me disais, s'il y a évidemment la solidarité devrait être de mise, mais puisqu'elle n'est pas, si on pouvait responsabiliser aussi les États qui demandent de l'aide parce qu'ils ont été touchés pour le coronavirus et qu'ils ont, comme tous, ils ont été touchés, mais peut-être que les uns plus que les autres, et ils étaient déjà pas bien, parce que l'Espagne et l'Italie, ce sont quand même des pays qu'ils étaient déjà en difficulté avant. Moi, je me dis, si une certaine responsabilité est justement, puisqu'on parle de transition, utiliser ça comme levier, ça serait intéressant peut-être de dire, et peut-être plus facile à convaincre alors les pays qui sont plus frileux à être solidaires, de dire il doit y avoir une certaine responsabilité vis-à-vis de ça, et mettre des valises qui responsabilisent aussi un peu les différents États de la dette, de la demande ou de la solidarité des autres, tout simplement. Voilà. Ben oui, et je voyais dans le chat, je ne suis pas le chat, donc je vous laisse gérer ça, mais j'ai vu à un moment donné que inciter, c'est le langage du MR qu'il faut contraindre. Donc effectivement, on peut mettre des contraintes, mais maintenant, dans les mesures d'urgence, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui doivent être gérées au niveau des États membres. Enfin, la gestion de la crise sanitaire, c'est vraiment chaque État qui peut, sur son territoire, dire moi, j'ai besoin d'injecter de l'argent là, parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est du matériel de protection, etc. L'Union européenne peut apporter aussi des aides concrètes pour faire en sorte qu'il y ait une approche européenne à la production de masques. Chaque pays est en pénurie aujourd'hui. Tous les pays font face à une pénurie de masques. Donc, si on avait une mutualisation de la production à l'échelle de l'Union européenne avec une répartition, voir quelles entreprises peuvent se mettre à la production de masques chirurgicaux, etc. Enfin, il pourrait y avoir une impulsion européenne beaucoup plus forte que celle qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des fonds qui ont été débloqués pour avoir une approche européenne en matière de recherche et développement, ce qui n'a pas empêché le big boss du volet recherche de démissionner parce qu'il a estimé que la coordination ne se faisait pas comme il faut. Donc, il faudra aussi voir ce qui s'est passé réellement après la crise à ce niveau-là. Donc, l'Union européenne dispose de leviers pour vraiment renforcer la solidarité européenne et je pense que les mesures économiques d'urgence qui sont prises doivent être laissées à l'appréciation des États membres. Par contre, effectivement, dans le cadre du volet relance, parce que c'est ça qui vient maintenant en discussion, dans le volet relance, c'est vraiment les investissements qui vont être faits dans l'Union européenne et dans les États membres pour relancer des secteurs. Est-ce qu'on veut vraiment relancer des secteurs liés à l'industrie pétrolière, aux énergies fossiles, à l'agriculture conventionnelle, sans se dire qu'on quelque part tire avantage de la crise pour changer le modèle?
Et ça, effectivement, nous, c'est pas notre souhait. Ce qu'on veut, nous, c'est de faire en sorte que cet argent, parce qu'on n'aura pas après de l'argent, si on ne le fait pas avec l'argent qui va être libéré maintenant, on rate en fait le tournant. On va rater le tournant de la transition parce qu'on n'aura plus de moyens pour le Green Deal. On n'aura plus de moyens pour la stratégie de la fourche à la fourchette. On n'aura plus de moyens pour le paquet économie circulaire qui vient d'être présenté. On n'aura plus de moyens pour les réformes comme on les souhaite nous. On n'aura plus de moyens à injecter dans l'agriculture bio, puisque tous les moyens auront été au soutien, à la relance du premier pilier de la PAC, typiquement de l'agro-industrie, et pas aux investissements qui sont nécessaires dans l'agroécologie et dans la transition. Et donc, contraindre, oui, on peut le faire par certains canaux, mais l'Union européenne ne dispose pas non plus de tous les leviers pour le faire. Il faudrait aussi qu'elle soit cohérente dans les réformes qu'elle est en train d'adopter, et c'est toute la discussion qu'on va avoir sur le Green Deal. C'est que quelque part, on ne peut pas uniquement mettre une couche verte sur les politiques qui existent. Les politiques existantes doivent aussi être réformées profondément. J'en reviens à des exemples concrets, les transports, la politique agricole et le commerce international, 3 gros secteurs européens sur lesquels l'Union européenne dispose de leviers, et qu'aujourd'hui, les réformes ne sont pas des réformes dans le sens du Green Deal. Ce sont des réformes qui visent à savoir où on va injecter l'argent et quelle est la taille des exploitations qu'on va soutenir. Alors, le Green Deal, on va en parler bientôt. Je vois aussi les questions qui commencent à filer dans le chat. Malheureusement, le temps file aussi, et on avait dit que pour cette partie-ci, on allait clôturer là, mais il y aura toujours un temps de questions plus libre. Pour quand même encore juste une petite question sur la solidarité, même si c'est ouvrir une nouvelle porte assez vaste, mais c'est parce que ça fait partie des questions qu'on avait prévues aussi, et pour prendre un peu de recul, toujours sur la solidarité, mais un peu de recul par rapport à la crise actuelle. Finalement, tu as notamment parlé de panier de pouvoir d'achat avec le fonds hélicoptère, mais finalement, plutôt que du pouvoir d'achat, est-ce que au niveau européen, il n'est pas possible d'augmenter au niveau système social, ou alors aussi au niveau humain, au niveau d'accueil, la politique d'accueil européenne, déjà avant la crise, la solidarité, on n'y était pas du tout. Et alors, on se dit, ça serait quand même plus intéressant de pouvoir montrer une Europe qui fonctionne plutôt qu'une Europe de l'austérité, en mettant nos forces en commun pour apporter des plans sur ces questions-là aussi. Pourquoi actuellement, et déjà avant la crise, ces politiques-là coincent, et est-ce qu'on voit quand même des opportunités positives avant ou actuellement sur ces sujets-là? Je peux te laisser quand même encore quelques minutes donc pour aborder ces questions-là de solidarité qui nous sont chères aussi, avant de passer au Green Deal que tu as déjà évoqué à plusieurs reprises. Ouais. Donc c'est clair qu'il y a toute une série de publics délaissés depuis longtemps au niveau européen, avec on a depuis des années développé le marché unique, on a libéré les capitaux, on a libéré le marché, on a permis la libre circulation des travailleurs, mais pas la libre circulation des droits sociaux. On n'a pas de système de sécurité sociale, on n'a pas de standards minimaux en termes de salaire, par exemple, à l'échelle de l'Union européenne. On n'a pas réussi à travailler à des politiques sociales structurelles. On n'a pas de politique liée, par exemple, au logement à l'échelle de l'Union européenne, alors que là aussi, on pourrait se dire qu'on pourrait avoir des investissements européens importants, lions-le à la transition écologique, par exemple à la rénovation énergétique, à l'efficacité énergétique des logements. On n'a pas de politique européenne forte en matière de transport durable, alors que l'Union européenne typiquement dispose de leviers énormes pour rétablir le rail intra-européen, les trains de nuit. Elle pourrait avoir une politique beaucoup plus proactive en la matière en redirigeant des investissements de certains secteurs, typiquement le secteur aérien, vers le rail. Et donc, pour revenir aux questions sociales, effectivement, on voit finalement que la crise, elle exacerbe des tensions et des problèmes préexistants. La
la période que l'on vit aujourd'hui pointe vraiment la problématique sociale telle qu'elle existe dans nos pays et en Europe vis-à-vis de toute une série de publics que l'on dit vulnérables, auxquels on prête généralement peu attention, que ce soit les personnes sans abri, que ce soit les personnes migrantes, les demandeurs d'asile, les mineurs non accompagnés, parce que leur situation est franchement problématique dans la plupart des États membres et en Belgique aussi. Ce sont des enfants en errance aujourd'hui. La précarité aussi des femmes qui sont en première ligne de beaucoup de secteurs qui sont en première ligne eux aussi dans le cadre de la gestion de crise. Je pense en premier lieu au secteur des soins de santé, mais pas uniquement. Les milieux d'accueil sont restés ouverts longtemps et c'est majoritairement un public féminin qui occupe ces fonctions. Le milieu scolaire aussi, les personnes qui sont dans les supermarchés, les vendeuses sont majoritairement des femmes, etc., etc. Aujourd'hui, les femmes sont aussi victimes majoritairement de violences domestiques dans le cadre de la crise. Bref, toute une série de publics qui n'ont pas fait l'objet d'attention particulière et d'investissements spécifiques avant crise et qui aujourd'hui se retrouvent. On en arrive à des situations sociales qui sont exacerbées avec la crise du coronavirus. Typiquement, la situation des migrants et en Grèce, elle est catastrophique. On a une situation humanitaire en Europe qui est celle qu'on a vue précédemment dans des pays du Sud. Et pas en Europe, et qu'on ne gère pas, à l'échelle de l'Union européenne, ne gère pas. Alors, la Commission européenne se targue d'avoir adopté un plan d'urgence vis-à-vis de la Grèce, mais le problème en Grèce aujourd'hui, c'est que les migrants se retrouvent dans les hotspots, donc dans des camps, désertés notamment par l'aide humanitaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'encadrement sanitaire, parce que il y a même des groupuscules d'extrême droite qui empêchent le travail des aidants humanitaires de se faire dans les îles. Donc on en est à une situation qui dépasse l'entendement. Vous avez vu comme moi la mission organisée par les présidents de la Commission, du Parlement et du Conseil européen, donc Charles Michel, Ursula von der Leyen et le président du Parlement ont été survolés en hélico la zone frontière quand la Turquie a ouvert ses frontières et incité les migrants à rejoindre la Grèce. C'est inimaginable, c'est à croire qu'ils ne mesurent pas la situation sur place et qu'ils n'entendent pas les mêmes témoignages que nous, ou qu'ils ne lisent pas les mêmes choses que nous, si ils n'arrivent pas à prendre de décision de solidarité à l'échelle de l'Union. Et je crois que aujourd'hui, l'absence de politique migratoire européenne montre toutes ses limites. Le fait que depuis la crise de 2015, la crise migratoire de 2015, on n'ait pas mis en place une véritable politique de solidarité à l'échelle des États membres, avec un accueil digne de ce nom des personnes qui frappent à la porte de l'Union européenne et une répartition du nombre de demandeurs et de migrants entre les États membres, le fait qu'on ait laissé les pays en première ligne gérer, donc les pays frontaliers comme la Grèce, dont on parle le plus, mais aussi l'Italie, des pays comme la Croatie, où moi j'ai été en mission avec d'autres collègues, des pays frontaliers gérer la demande du demandeur. Donc quand il met un pied dans ces pays-là, c'est ce pays-là qui doit traiter la demande. Mais c'est impossible quand des milliers de personnes arrivent, de gérer cette manière-là. Il faut une répartition entre les États membres. S'il y avait eu cette approche solidaire européenne, on n'en serait sans doute pas là aujourd'hui, puisque chaque État aurait pris sa part et on aurait pu imaginer un système avec des critères communs, des critères minimaux communs aux États membres pour faire en sorte que les choses se passent au mieux. On voit aujourd'hui que certains États manquent de main-d'œuvre. C'est hallucinant parce qu'ils font appel à de la main-d'œuvre étrangère, mais ils ne sont pas capables de se mettre d'accord sur l'accueil de ces personnes en bonne et due forme. Donc, on est dans un système complètement schizophrénique aujourd'hui.
de refuser d'avoir une véritable politique humaine, en fait, à l'échelle de l'Union, qui serait tout à fait gérable, parce qu'on ne serait pas face à des demandes démesurées en termes de nombre. Hein. Quand on voit les chiffres, c'est tout à fait gérable à l'échelle de l'Union européenne. La Commission européenne devait, à la fin de ce mois-ci, en avril, présenter sa nouvelle stratégie, donc un nouveau pacte asile-migration. C'est reporté à cause du coronavirus. Dans ce cadre-là, nous, les Verts, on voulait représenter aussi notre approche de la solidarité européenne, qui n'est pas celle de l'externalisation de notre politique vers des régimes comme la Turquie ou la Libye, qui n'est pas de dégager des milliards d'euros vers ces pays-là pour qu'ils gèrent à notre place, ni des milliards d'euros pour Frontex, qui est l'agence de contrôle des frontières, mais on veut que cet argent soit injecté dans les États membres pour mettre en place une politique d'accueil dans chaque État membre. Donc ça, typiquement, c'est une toute autre approche qui nous permettrait aussi d'être plus résilients et plus solidaires et de ne pas devoir faire face à des situations humanitaires d'urgence telles qu'elles existent aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Merci d'avoir pu aussi aborder d'autres pans de la solidarité au niveau européen. Retrouvez aussi la deuxième partie de notre entretien, un regard sur le Green Deal européen.